reçu aujourd'hui, donc voilà. Mais c'est pas comme ça, Manawa. Non, place comme ça. En place comment? Faut placer maçon aujourd'hui, ça va chez toi, puis tu te comportes. C'est comme ça, on place. D'accord, donc c'est comme ça. Philo, vous êtes sûr que vous êtes un vrai maçon? Franchement. Mais c'est mon collègue. On nous appelle les Manawa, c'est ça, non? Oui, c'est ça. On était les Manawa à l'époque, voilà. Manawa. Elle est comment sa paume? Sa paume est dure, elle est rocailleuse. Ouais, c'est un vrai Manawa. Quand vous touchez sa paume, ça là, tu as donné ta fille à un gars comme ça, vraiment, tu vas souffrir, elle va souffrir au fait. Pourquoi? Et puis en même temps, toute la famille souffre. Paume qui est dure comme ça, elle va caresser la fin de quelqu'un. Mais ça train se ramollir un peu, ça va, ça commence à aller, c'est bon. Manawa, je veux dire que moi, je ne vais pas trop m'attarder sur le côté analphabète. Voilà, analphabète, ça, c'est connu de tous. On n'est pas obligé d'aller loin à l'école pour avoir l'argent. Voilà. Au contraire, moi, je dis, quand vous allez les grands immeubles, c'est pour les analphabètes. Oui. Voilà. Et puis, c'est même pas un jus analphabète, mais c'est pas un jus. C'est pas un jus, c'est quelqu'un. Non, souvent il y a des gens qui disent, moi je suis analphabète. Il dit, moi, tu m'étais analphabète. Au fait, ils ne comprennent pas, en fait. Voilà. Un analphabète, c'est quelqu'un que l'alphabet embête, au fait. Voilà, au fait, voilà, c'est quelqu'un. C'est pas de sa faute. Ceux qui ont dit c'est les analphabètes, ils sont là, il faut les gagner, ils sont pas là à l'école. Mais on dit que si vous avez été aide-maçon, Manawa comme moi, c'est un travail difficile. C'est un travail difficile. On traite même ce métier-là, même de métier endettionnel. Bon, c'est très philosophique. Au fait, quand tu travailles dans ce domaine-là, tu es toujours endetté. Tu es payé 2000 francs par jour et le soir, tu payes médicaments 5000. C'est le sourire qui me tue, quoi. C'est ça, là. Lui-même, il est mort de rire. Non, la vie est difficile. Philo. Tu fais 2000 francs, 1205 000, tu t'adaptes 3000 par jour. Non, vous vous rattrapez. Vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui, oui. On vous donnait des ordres à l'époque. Aujourd'hui, c'est vous qui commandez. Parce que généralement, celui à qui on a donné des ordres, façon une commande. Façon une commande, son commandement est comme ça. Et vous rattrapez-vous. Mais il y a des étapes dans la vie, en fait. Ouais, mais c'est comme ça. Mais profitez pour vous rattraper. Allez-y à l'école. Apprenez à lire, à écrire. Merci. Évitez de signer des faux contrats. Et puis, quand c'est... soyez surtout tolérants. Oui. Voilà, soyez tolérants parce que c'est ça. Parce que vous connaissez tous les petits business, les apprentis maçons. Parce qu'il y a souvent les papiers de ciment, là, les apprentis, souvent ils volent pour aller vendre ça aux femmes aux machines. Non, souvent ça arrive. Donc vous connaissez tous ces topos-là. Permettez-leur de devenir comme vous. Laissez-les faire, ne soyez pas trop strict envers eux. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé aide-maçon? Arrivé un moment, il y a eu des problèmes au niveau de la machine parce que j'étais chef d'atelier. Il fallait, en tant que chef, il faut avoir ta propre machine. Et bon, c'est dans ça, bon, mes parents, ils ont négligé un peu, ils n'ont pas pu acheter la machine. Le monsieur m'a mis au dehors. C'est juste pour dire à mes parents que d'acheter la machine, mais ils n'ont pas compris de là. Et après, c'était à Bourreau, au PK18. J'ai traversé ce moment difficile et dit non, moi je ne peux pas rester comme ça parce que je suis quitté dans un village, un campement, et je suis arrivé à Abidjan, je ne vais plus me retourner. Donc, mais avec l'expérience, vous n'avez pas cherché à aller dans un autre atelier de couture pour apprendre? Bon, c'est là, c'est l'argent. C'était difficile? C'était un peu difficile. Bon, il faut aller chercher au moins 5 francs. Parce que ce temps-là, il faut dire qu'il y avait des, excusez-moi le mot, les braquages, après je tuais les gens, je dis non, moi je ne vais pas être là, ce milieu-là aussi. Donc je préfère aller soulever les briques et puis bon, gagner ma vie. Hein. Et c'est dans ça que je me suis retrouvé sur le chantier. Et bon, j'ai fait Manawa, comme on l'a dit, aide-maçon, qu'on appelle Manawa aujourd'hui. Mais l'expression vient d'où, juste? En fait, comme je le disais, sur les sentiers, souvent les jeunes apprentis, ils ont tendance à prendre les papiers de ciment, à les vendre. Ils prenaient ça à l'insu de leur patron, en fait. C'était des larcins qui commettaient. Donc, eux, quand ils passent, ils manent les ouïes. C'est-à-dire que tous les manants, ils manent les ouïes. Quand vous avez un certain nombre de grades, vous devenez Manawa. Et lui, mais tout, il passe à OK. On le prend quand même avec des réserves. En ce moment, bon, j'étais encore très petit, très petit. Très jeune. Les gens, même le patron même qui gérait l'entreprise, il a dit non, je ne vais plus voir cet enfant-là sur le terrain. Il fait quoi? Et il me s'est mis à pleurer.
Son chef chantier a dit non, non, il est en train de pleurer, il me fait pitié. Je vais le garder. Et dans ça, dans Manawa, quelques mois après, il dit je vais apprendre à faire maçonnerie. C'est au stade qu'il a fait la maçonnerie. Et 4 ans après, il dit non, je vais être comme les autres techniciens en bâtiment. Le gars me dit non, non, tu ne peux pas. Parce que ça, il faut aller à l'école pour ça. Il dit non, moi je vais le faire. Et mais avec français que tu parles ce temps, moi je ne parle pas français comme ça. Et il dit non, moi je vais faire. J'ai insisté, il dit bon. Et qu'est-ce qui vous motivait à le faire? Je veux dire, il fallait quand même une formation. Une formation, ben, il m'a dit ça aussi. Il m'a dit non, il faut aller faire une formation. D'abord, il dit non, là, j'ai fait couture, il est raté. Donc là, moi je vais passer par là. Ici, c'est sur terrain. Vous aviez l'impression que le temps jouait contre vous? Non. Donc, dans ça, il dit bon, ok, viens, on va faire. Donc, chaque fois qu'on trace, parce que c'est le même plan. On fait la plateforme, et puis on trace. Et on emprunte le bâtiment, je suis là, c'est moi qui ramasse les bois, et puis bon, il emprunte les bâtiments. Quand il fait, je m'arrête de loin là-bas, au moins il est en train de faire, je le regarde un peu. Parce qu'il m'a dit, va prendre telle chose. Derrière moi, il fait. Il m'arrête. Il fait comme ils sont en train de réunir, et puis il regarde. Il dit, ah, non, c'est comme ça, on commence. Donc, quand on fait les plateformes, et puis on trace, et puis c'est le même plan qu'il répète à chaque fois. Il dit, bon, ok, c'est le même plan là. J'avais fait photocopie, et puis je suis parti à la maison avec un plan, et je regarde, et puis moi, je commence à tracer. Moi, je prends crayon ou bien bic. Il trace, si c'est tombé ou c'est pas tombé, c'est sûr. Moi, je fais pour moi seulement. Vous essayez. Dans ça, bon, un peu de temps net, ma mère a commencé à rentrer dedans, comme on dit. Et un jour, je suis allé manger à midi, mais moi, je suis resté derrière. Il dit non, moi, je ne mange pas aujourd'hui, je n'ai pas faim. On dit, mais il va manger. Il dit non, non, je ne mange pas. Et je n'ai pas faim. C'était juste pour tracer derrière eux. Et qu'ils sont partis net, moi, j'ai pris le plan et puis j'ai commencé à tracer. Et c'était quoi le résultat? Eh oui, c'était quand il est venu, il a regardé, mais tu as fait ça, c'est moi. Depuis quand? Il nous a pas dit, tu n'es pas allé à l'école? Il dit oui. Mais tu as appris ça avant? Il dit non, 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 c'est ici. Il dit ok. Finalement, vous êtes devenu plus fort que ceux-mêmes qui ont eu la formation. Oui, parce qu'au moment où on traçait, c'est moi, on me donnait le plan, il dit, Yves, bon, allez-y m'implanter tel bâtiment. Bâtiment B ou bien bâtiment C. Et puis je prends un Manawa, comme on le dit. C'est moi qui suis devenu patron, le chef chantier maintenant. Et puis on a implanté le bâtiment. Il dit attends, même ceux qui sont là, ils n'arrivent pas, ils ne savent pas comment on implante un bâtiment. Les stagiaires sont venus, ils ne savaient pas. On a commencé à implanter le bâtiment chaque fois. C'est parti comme ça. Et c'est dans ça, ils m'ont balancé dans notre coin encore. Et là-bas, là, je là, à ce moment-là. Je vais tuer. Il dit, je vais tuer. Oh là, quand on fait entretien, j'avais oublié, il y avait un plan qui était, il me disait, attends, nous nous avons dit que tu n'as pas allé à l'école, mais ce que tu es en train de faire, tu as pris ça où? Mais tu es un petit sorcier, il dit, je ne suis pas sorcier. Que ça est dans moi, depuis fort longtemps, depuis quand j'étais petit, j'ai fait les trucs au village, et c'est pour ça qu'ils m'ont balancé à Abidjan. Vous édifiez les murs intérieurs et extérieurs. La personne peut avoir un rêve, une maison de rêve, et vous arrivez, vous, aujourd'hui, vous en avez les compétences, bien sûr, de le faire, mais il y a forcément des difficultés liées à votre métier. C'est lesquelles? Souvent, c'est le paiement. Oui, sinon, les maçons n'ont pas de problème. Et puis, quand tu t'attends avec un ouvrier, puisque moi, je suis passé par là, être maçon, et puis devenir faire la maçonnerie, être technicien, aujourd'hui, je suis arrivé là. Ce que moi, je connais, c'est que quand tu respectes un ouvrier sur le terrain, il fait ton travail. Mais par rapport à ce que Dr Philo disait tout à l'heure, alors on y met beaucoup d'énergie, on travaille au soleil et on est mal payé et puis on se retrouve à l'hôpital tout le temps parce que très souvent malade. Est-ce que c'était votre cas? Il y a un truc qu'on appelle le béton. Oui. Il y a un casse de béton. Là, bon, Dieu merci comme maintenant on a les bétonniers maintenant. Quand tu casses et que tu n'es pas habitué, tu casses le béton. Vraiment ça te fatigue. Et si tu es assis à soleil et puis il pleut encore, on te dit que c'est par lui seulement que tu vas attaquer. Quel que soit ton niveau, tu vas voir par lui. Comment est-ce que vous avez mis sur pied cette entreprise-là? En travaillant, les gens, les sociétés qui m'appelaient tout le temps. Et de puis, grandes sociétés? Oui, grandes sociétés. Et puis l'architecte même qui a fait le plan, même la cité qu'on nous construisait. Et puis bon, il me dit à mon patron que j'ai besoin de lui parce qu'il a fait quelque chose que moi j'ai vu. Et je lui ai dit non, ça, il y a un problème dessus. Il dit, lui, grand architecte comme ça. Il dit oui, il y a un problème. Quand mon patron parle de ça, parce que le contexte des travaux, il dit non, lui, il a trouvé, on a calculé ensemble, c'est vrai, que le petit, il insiste, il dit si on ne fait pas, lui, il ne le fait pas toucher. Parce que vraiment, il faut qu'on change. Mercredi, il doit faire réunion, il dit bien, je vais le voir, votre technicien.
Et moi, j'ai fait plein de maisons et puis il lui dit, il y a erreur dessus, vraiment. Alors, je lui ai montré. Un gars qui n'est pas allé à l'école. Hein. Je lui ai dit, voilà. Quand tu calcules, dis là, au niveau de l'escalier, ça ne tombe pas. Parce qu'il faut diviser le bâtiment là en deux. Ouais. Et donc, finalement, qui avait raison? Oui, j'avais raison. Waouh! Dans ça, il dit, bon, une semaine après, il appelle, vraiment, je viens de vous petits pour m'aider à travailler dans mon bureau. Et une autre société encore, tu m'appelles encore. Il dit, quand même, il y a eu par là entre le directeur technique, les deux directeurs techniques. Il dit, non, je ne vous laisse pas. Tout le monde voulait Kofi. Oui. Il y a eu une société encore en Côte d'Ivoire ici, c'est les noms qui passent partout. Et aussi, ils ont bien des mots aussi. Il dit, mon petit, si tu es malade, va créer ton entreprise rapidement. Ah. Votre parcours a l'air assez impressionnant, mais à un moment donné, vous avez dû marquer une pause pour vous former un tout petit peu, parce que vous dites que vous étiez analphabète. Je pense que vous avez une capacité d'apprentissage qui est assez impressionnante, mais à un moment donné, est-ce que vous avez fait une pause, vous avez reçu des formations, vous êtes formé à un moment donné ou pas? C'est sur le terrain que j'ai appris comme ça jusqu'au aujourd'hui. Mais attendez, aujourd'hui, vous savez lire et écrire, vous savez... Non, rien. Mais quand vous mesurez là, parce que vous n'êtes pas là, c'est le plan seulement, si c'est une chambre doit faire 3,50 m, là seulement je donc au niveau des chiffres, vous maîtrisez tout. Je maîtrise ça, mais sur les autres, moi je ne maîtrise rien. Parce que quelqu'un quand même qui arrive à voir des failles dans le travail d'un architecte de renom, c'est qu'il a une certaine intelligence. Les angles, tout ça, les angles doivent être droits. Comment faire pour que ça soit en équerre, tout ça là. On ne peut pas me tromper de ça. Qu'est-ce qui vous a fallu, vous, pour créer votre entreprise et puis comment vous la gérez? On revient encore sur cette question. Comment j'ai fait pour arriver là? C'est quoi qui a joué en votre faveur? Ça a été quoi la plus grande des qualités? Est-ce que c'est seulement le courage ou bien vous aviez déjà de l'argent à côté? C'est le courage. Quand tu as le courage, tout ce que tu fais, ça réussit toujours. C'est le courage qui a fait que aujourd'hui, je sois arrivé là. Mais comment s'est fait la transition actuellement? Parce que de Manawa, vous devenez chef d'entreprise, ça c'était la force. Là, on ne réfléchissait pas trop. Maintenant, vous réfléchissez beaucoup. Beaucoup. Voilà, ça se passe comment la transition? Est-ce que c'est difficile ou bien? Bon, c'est pas difficile. C'est facile de passer de la force à... Mais quand tu viens au monde, tu commences à grandir, il faut tout chercher. Même si ton père est en train de faire quelque chose, il dit, mais pourquoi mon père a fait ça? Cherche à savoir. Voilà. Donc aujourd'hui, moi-même, donc, c'est mes amis, chez nous en Barreau, on dit, ton pied a coigné, bon, tu tombes là. Il ne faut pas te plaindre là-bas. Viens où ton pied a coigné le caillou d'abord. Si tu retrouves le caillou là-bas encore. Voilà, parce que c'est là-bas que ton pied a coigné. Donc là, je reviens en arrière pour dire que non. Il faut que je puisse aller, il doit passer temps. Parce que là, il vient de commencer ici. Si l'autre côté a échoué, je reviens en arrière. Réfléchis encore avant d'affronter. Okay. Et quels sont les différents services que vous offrez dans votre entreprise? Bon, moi, je fais tout. J'ai dit gros œuvres et puis, bon, j'ai dit mes clés à main. Voilà. Je construis la maison jusqu'à dans ta clé. De la conception ou ce sont les architectes qui se chargent de la conception? Tout, et puis moi, j'ai fini tout. Gérer une entreprise, ce n'est pas seulement une question de plan. Il y a aussi des documents à signer, à faire. Donc je suppose que vous êtes bien entouré, que vous avez complètement confiance en votre entourage, parce que c'est pas simple. Mais pourquoi, à un moment donné, vous ne vous êtes pas dit il faut quand même que je prenne le temps, peut-être de me former? Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait? C'est maintenant, parce que ce temps-là, je cherchais beaucoup, je cherchais à aller plus loin, donc je n'ai pas le temps. Mais vous allez tout trouver le temps. Faut à penser, attends, on vient de me donner un plan, comment je vais faire, puis je vais avancer. Bon, quand je vais finir de créer l'entreprise, et puis prendre des gens pour gérer là. Et puis moi, maintenant, c'est maintenant, peut-être lundi, j'ai commencé les cours. Monsieur Kofi? Oui. Y'a Kofi? Oui, papa. Y'a beau? Yo. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre ni la qualité des diplômes. L'ambition, quand elle est assez forte, elle transforme souvent le simple salarié en employeur. En le dotant de précieuses armes comme le sérieux, la conscience professionnelle, l'amour du travail bien fait et la rigueur, etc. Vous êtes apprenti, vous êtes élève, vous êtes étudiant,
sachez que seules les personnes sérieuses réussissent honnêtement. Même l'intelligence ne peut produire de merveilles sans le sérieux. Vous êtes intelligent, vous n'êtes pas sérieux, vous ne réussissez pas dans les études. Donc, voici des valeurs auxquelles il faut accorder beaucoup d'importance. Être déterminé, avoir de l'audace, avoir de l'ambition, être sérieux, aimer le travail bien fait, mettre tout son cœur sur ce qu'on fait. Et vous allez voir, la réussite là, c'est simple. C'est des petits secrets de la vie qui peuvent vous permettre de réussir à coup sûr. La vie ne peut pas vous faire des cadeaux, la vie n'est pas le Père Noël. Je dis que c'est la vie même là, quand vous allez même chercher là, il n'y a pas une définition même collée même à la vie. On n'arrive pas. Quand vous allez dans le dictionnaire, que ce soit, vous allez checker sur les moteurs de recherche, c'est des philosophes qui parlent de la vie. Sinon, il n'y a pas de définition. Vous-même pouvez définir la vie? Pour vous, c'est dur. Il n'y a qu'à voir comment... Voilà. Non, la vie n'a pas... C'est tout ce qui nous entoure, au fait. Les animaux donnent la vie, les plantes donnent la vie, les êtres humains donnent la vie. Donc, c'est tous ces phénomènes-là qui représentent la vie. Vous voyez, donc c'est à nous. Dieu, il a mis tout à notre disposition. Tous ces phénomènes naturels sont autour de nous. À nous maintenant de l'exploiter à bon escient pour que nous, c'est-à-dire on fasse en sorte que cette vie-là nous fasse des cadeaux. C'est très philosophique, vous ne pouvez pas comprendre. Mais la vie, c'est ça, au fait. Il n'y a pas de définition. C'est que moi, je sais, un fou qui voit Soumier passer, fou, lui-même, il voit Soumier là, le fou lui là, la vie est dure. Hein. Donc c'est vous qui... Là, il y a tous ces phénomènes-là, ouais. Voilà, il y en a même qui définissent la vie comme étant un ensemble de forces, je ne sais pas, des forces qui nous appellent la positivité même de l'existence humaine. Mais madame, c'est très compliqué, ne remuez pas la tête parce que vous ne comprenez rien là-dedans. Il n'y a rien là-dedans. Voilà. Voilà. Donc, la vie, on n'arrive pas à cerner la vie. Il y a des gens, quand il y a une situation heureuse, ils disent c'est la vie. Quand la situation est malheureuse, c'est la vie. Moi-même, là, je suis là, moi-même, je me demande comment je suis comme ça. Je ne comprends même pas. C'est-à-dire le fonctionnement même au niveau de ce. Mais Dieu merci, vous au moins, c'est, je veux dire, on a dit, vous êtes en vie, hein. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu d'enfance, pour reprendre vos propres termes, encore moins d'adolescence? Vous savez, il y a des gens qui naissent dans des familles qui ont tout pour s'épanouir. Qui ont leur papa, qui ont leur maman, qui ont leur tata, qui ont le confort, qui font aucun effort. Et moi, je n'ai pas eu ça. Je n'ai pas eu ça parce que je suis née, à moins de 2 ans, j'étais déjà orpheline. Vous aviez perdu votre père? J'ai perdu mon père. C'était votre plus grande douleur, la première? La première douleur, c'est la perte de mon père. Mon père est mort le 3 juin 1974 et je devais avoir 2 ans le 6 juin 1974. Et ma mère, elle était enceinte de 7 mois. Et quand on grandit dans cette atmosphère-là, qu'on a un père de substitution qui n'assume pas totalement le rôle de père, et quand on grandit sans ce père, on grandit, oui, on peut avoir le sourire, mais moi, personnellement, il y a le décor, dans mon décor, c'est le tableau qui manque. Et ça n'a pas... C'est-à-dire que vous souffriez de ce vide intérieur? Exactement. J'en ai beaucoup souffert. Je peux vous dire que j'en souffre encore. À quel point? Comment est-ce que, de façon pratique... Je n'ai pas pensé au suicide, non. Mais vous savez, je ne pouvais pas faire comme les autres. Parce que j'avais que ma mère. Moi, j'avais que ma mère, donc je ne pouvais pas m'éclater comme les jeunes filles s'éclataient, d'avoir des copains, des gens qui sont aisés, machin et tout. Parce que si je tombais enceinte, ma mère n'a pas d'argent, le mec qui est enceinte, ce n'est pas celui qui va s'en occuper de nos jours. Donc, j'étais vraiment très, très, très limitée, je veux dire. Je n'ai pas vécu, je n'ai pas eu d'adolescence, je n'ai pas eu d'enfance heureuse, je n'ai pas connu le nom papa. Comment est-ce que vous avez entendu parler de votre père? J'ai connu mon père au travers des récits des gens. Que disait-il au sujet de papa? Il me disait que mon père était un homme formidable, que je pleurais beaucoup, que j'étais collée à mon père, et je leur répondais que peut-être que je savais que je n'allais pas le voir plus longtemps possible. Donc je profitais du moment que j'avais auprès de lui pour me prendre ce que j'avais à prendre. Donc imaginez, vous allez avoir 2 ans, dans 3 jours, votre père qui meurt, votre mère qui est enceinte de 7 mois. Et mon père accompagne ma mère à la gare pour dire tu es enceinte, va prendre ton car pour accoucher chez tes parents. Mon père rentre chez lui, ma mère arrive à 18h, à 18h45, 19h,
Tout le monde crie, Monsieur Coucougnon, il vient de faire un accident de circulation avec un bidon pareil, avec un bébé. Imaginez, c'est quoi? C'était un choc profond pour toute la famille. C'était un choc pour tout le village, pour toute la famille, parce que mon père, il est mort très tôt. Et il n'y a pas eu que ça, vous aviez aussi, vous êtes issu, je tiens à le signaler, d'une famille de 10 enfants. Exactement. Vous avez perdu tous vos frères et sœurs. Oui. Et je pense que vous êtes la réchappée de la famille, si l'expression m'est autorisée. Oui, mon père, dans la culture africaine, hein, on ne se marie pas qu'avec... Bon, maintenant, ça existe. Mon père a eu un mariage, enfin, pas légal, mais a vécu avec une femme avant ma mère. Et ils ont eu 3 fois des jumeaux. C'était des garçons. Plus encore 2. Ils sont tous décédés. Il restait que les 2 grands frères. Que j'étais très attachée à l'autre qui s'appelait Sylvain. Et qui est décédé aussi 2 ans après mon arrivée en France. Alors, j'ai dit à ma mère, maman, donc tout le monde est décédé, il ne me reste que moi et Roger. Elle me dit, hélas, Roger, il est décédé, il a eu un AVC. Je lui dis, mais donc, ça veut dire que dans toute cette histoire-là, il n'y a que moi qui reste. Elle me dit, oui. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait à la vie? C'est pas possible. Déjà, avec la disparition de votre père, la tradition veut que... Je ne sais pas si c'est un cousin ou enfin un parent de la famille s'occupe, enfin récupère votre mère pour s'en occuper, une sorte de mari de substitution, c'est bien ça? Oui. Ou d'époux de substitution? Époux, dans la tradition, moi je suis bêtée, hein, mais nous sommes des Africains, je pense qu'on a quand même la même culture à quelques exceptions. Voilà. Mais dans notre tradition, à l'époque, hein, j'espère que ça a changé parce que c'est horrible. Quand le monsieur meurt, c'est le cousin qui prend, enfin, quelqu'un de la famille qui récupère la veuve si elle est encore jeune. Ça n'a pas changé, ça existe. Ça existe, d'accord. Même avant 20e, on fait ça dans le Donc voilà, donc ce monsieur récupère ma mère qui était très jeune, très belle. En plus que mon père elle a fait un accident de voiture, donc il était fonctionnaire des PTT de l'époque. Donc il y a les sous qui sont là, tout le monde regarde les sous, il prend ma mère. Je vais m'en occuper des enfants et tout ce qui va avec. Sauf que, en réalité, il veut vraiment s'occuper des sous. Donc, ce monsieur qui n'a vraiment pas joué son rôle de père et je ne l'ai jamais appelé papa. Mais vous, excusez-moi, tout ce qui se passe, s'est passé autour de vous, c'est vrai que vous avez dit que c'est la vie, vous n'arrivez même pas à expliquer ce qui vous arrive. Tout le monde se coule autour de vous. Oui. Comment vous expliquez cela? Parce que nous sommes en Afrique. Ou bien, voilà, est-ce que ceux qui ont fait le récit de votre père sont venus faire aussi le récit de tout ce qui vous arrivait? Alors, ça, là, c'est pas simple, hein. En tant que bon Africain, moi, il dit ça, c'est la sorcellerie. Je vais répondre tout de suite à votre question. J'avais un meilleur ami de mon père qui s'appelait Koudou Pascal, un autre qui s'appelait Gabriel. J'étais jeune, mais j'ai demandé à ma mère, elle me montrait la photo, la seule photo déjà de mon père. Je dis, ce monsieur, c'est qui? Il dit, on venait de la mairie, c'est Koudou Pascal qui était le témoin du mariage. J'ai demandé à maman si ce monsieur vivait, il dit oui. C'est ce monsieur qui m'a raconté mon père. Je lui ai posé la question, il a dit, à chaque fois que, soit l'enfant il avait 8 mois, 9 mois, machin, tout, ça mourait. Et il y a un qui est arrivé jusqu'à 16 ans et tout. Donc je demandais, mais à l'époque, je ne pouvais pas parler de maladie génétique ou de sorcellerie. J'étais quand même très jeune, c'est une histoire qui date de longtemps. Donc justement, je n'ai pas d'explication à ça. Si c'était maintenant, vu ma situation entre guillemets sociale, j'allais demander un ADN pour comprendre pourquoi est-ce que dans une famille, elle peut être aussi décimée à ce point. Votre second papa, votre second père, ça a été quand même un père, il me semble, vider les comptes. Il vous a même rejeté, renvoyé de la maison, au point que vous qui étiez à l'école aussi brillante, passionnée de sport, de lecture, rêvant de devenir historienne, vous n'avez pas pu terminer vos études. Vous avez stoppé au niveau CM2. Exactement. Obligé finalement de vous retrouver dans d'autres familles à faire la petite gouvernante pendant des années. Comment est-ce que vous avez vécu ces moments-là? Pourquoi je dis la vie ne m'a pas fait de cadeaux? Parce que vous savez, quand vous êtes un enfant, que vous avez un rêve, que vous n'arrivez pas à réaliser ce rêve, c'est pas facile. Peut-être pour les autres, ils arrivent, mais moi, personnellement, ça passait pas. J'adorais aller à l'école, j'aimais les études. Et ce papa, au lieu d'assumer son rôle de père, c'est-à-dire qui allait m'éduquer avec mon frère, il a vidé les comptes. Et je me rappelle comme si c'était hier. C'était en 1982. 82.
Il a pris ma mère, il a pris ses paddies de riz qu'elle avait travaillé elle-même, ses 2 hectares de riz, parti. Il a pris les paddies de riz, nous a foutu dehors. Il avait récupéré les documents de l'école et tout. Il dit partez chez vous. Il est important de préciser que votre mère n'avait jamais été à l'école. Ma mère, c'est une, comment on dit chez nous, une ménagère. Elle sait pas. Sa signature, c'est une croix. Ma mère, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. La seule chose qu'elle sait lire, c'est une montre avec le chiffre romain que mon père lui avait montré. Donc, entre parenthèses, c'est ma mère qui m'a montré comment on lisait une montre. Ce monsieur nous a abandonnés. Je voulais aller à l'école. C'est ça la douleur de ma vie. Je voulais aller à l'école. Il m'a mis, il nous a laissé tomber. Ma mère n'avait plus d'argent pour payer mes études. Moi, j'ai un niveau CM2, je n'ai pas honte de le dire, je suis autodidacte. Je n'ai ni certificat d'études primaires, qui est le CEPE ici. Et je voulais quand même aller à l'école. Je suis obligée de venir à Abidjan, rester chez les tontons, c'est pas la petite ménagère, c'était la grande ménagère. C'est-à-dire les autres dormaient et j'étais la première à me réveiller, à me taper tout le boulot qu'il y avait possible. Au moment où les gens regardaient les Dona Benja à l'époque. Et j'ai fait ça, j'avais un seau noir, je partais toujours au marché. Et oui, c'est ma vie. Et vous regardiez vos amis aller à l'école? Et l'école commence 6e à Niango Sud, terminus 27. Mes amis vont à l'école. Je pleure parce que je suis passionnée. Quand je m'engage, je veux aller à l'école. Les enseignants de l'école primaire du village disent « Elle est brillante. C'est la première de tous les jours. Elle aime la lecture. On va la mettre au collège. » Ma mère leur dit « Mais si vous payez le collège, vous allez continuer jusqu'au bout ?» Non, madame, vous savez, elle dit c'est pas la peine. Parce que si vous l'abandonnez au milieu de l'école, je ne sais pas qu'est-ce qui va lui arriver, c'est pas la peine. Et le comble, c'est que maman n'a pas d'argent à cette époque-là. Elle n'a pas d'argent. Le monsieur a payé les vidé cours, pour vous payer les livres et tout ce qu'il faut. Elle n'en a pas, elle est au village, elle n'a pas d'argent. Entre-temps, ce monsieur, il avait pris tous les sous, il s'est construit les maisons. Une vie qui a finalement tourné au service, disons au service en tant que gouvernante, en faveur d'autres personnes plutôt que de courir les classes. Et heureusement, je devrais peut-être utiliser cette expression, en 96, grâce à une cousine, vous prenez la direction de la France. Et le séjour là-bas non plus n'a pas été rose, devrait-on dire. Voilà. Quand on dit « je vais t'emmener en France », il ne faut pas penser que quand tu arrives, tu vas être accueilli avec un plateau d'argent. Hein. Non, non, non. C'est toute une histoire encore. Il faut avoir le mental solide. Et là-bas, vous avez continué de servir en tant que... En fait, après avoir servi ici, je me rends compte que là-bas, je devais encore servir. Et moi, je dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour passer ma vie à servir les autres? Voilà, il faudrait qu'on me serve aussi, entre guillemets. Donc, j'ai refusé de servir encore. Parce que ça de servir longtemps, parce que vous l'avez fait quand même pendant quelques années. Oui. J'ai servi un peu. Et puis après, je me suis dit, zut, alors, ben, il faut que ça s'arrête. Et donc, vous avez pris quelques petits boulots? Bien sûr. À savoir hôtesse d'accueil dans un supermarché, ah non, mais avant, il y a eu l'époque, la période de babysitting. Bien sûr, j'ai fait des ménages. La dame qui me disait, elle n'est pas très douée en ménage, mais vous pouvez lui faire confiance. J'ai dit déjà, c'est un point. Donc j'ai fait du ménage, j'ai fait du babysitting. Et puis, écoutez, ma vie ne va pas rester dans babysitting et ménage, même si je n'ai pas fait des études, mais je pense que Dieu m'a donné quand même certaines connaissances que je pourrais utiliser, c'est-à-dire mon intelligence. Voilà. Et parlant de ça, chose très intéressante, bien que vous ayez un niveau CM2, on l'a compris, hein, vous n'avez pas pu continuer vos études, il vous est arrivé à un moment, il vous est né le désir de faire une formation, de la compléter, à savoir celle du diplôme d'état médico-psychologique, le DAMP, qui est pourtant ouvert au niveau terminal en France. Bien sûr. Et vous avez passé cet examen, vous l'avez réussi. Dans votre histoire, c'est que, bien qu'ayant souffert dans la vie avec tous ces manques, ces vides que vous avez eus, vous avez finalement choisi un métier où vous apportez de l'aide aux autres. La vie vous a, disons que la souffrance vous a enrichi. Quelles sont les valeurs que vous avez acquises à travers toutes ces années d'épreuves? Vous savez, j'ai choisi ce travail, comme je disais, quand tu as fait la prison, tu es bien armé pour conseiller des gens de la prison. Tu es bien placé pour comprendre. Tu as de l'empathie, c'est-à-dire que tu te mets à la place de la personne. Et moi, ayant vécu toutes ces choses, je ne dis pas que je suis la reine-mère, la mère Teresa, mais je me suis dit, tu es bien placé pour être dans le social. C'est cette fibre qui est en moi, c'est ça. Le social, il y a eu un prolongement de la France maintenant à la Côte d'Ivoire, votre pays d'origine, à travers une ONG qui existe depuis 2 ans maintenant, qui s'appelle
Gagnoa Ameyuku. Exactement. J'espère que, voilà. Et qui signifie Gagnoa, allons de l'avant, c'est bien ça? Super. D'accord. Et vous faites du social. Depuis 2 ans, vous distribuez du matériel, des vivres aussi? Pour l'instant, on n'a pas encore de vivres. On veut déjà soigner les gens pour qu'ils soient en bonne santé, pour pouvoir bien manger. Gratuitement. Exactement. Ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation, Mr. Touch Me. Bienvenue dans Chap Chap. Faire la promo ou l'enregistrement d'albums? L'enregistrement d'un album, je suis plus à l'aise au studio. Touch Me ou Amélina? C'est mes 2 bébés, donc les 2. Paris ou Abidjan? Abidjan, c'est chez moi. Usher ou Michael Jackson? Michael Jackson, c'est une légende. Mewé ou Alpha Blondie? Mewé, ça se rapproche plus de moi. Fat Joe ou Mehdi Costos? Fat Joe. J'ai fait un featuring avec Fat Joe pour mon premier album. Oui, Mehdi Costos aussi, mais je veux dire, je fais du R&B et Fat Joe, c'est plus proche de moi. C'est du hip-hop. Sidiki Diabaté ou Kif No Beat? Kif No Beat. Baby Philippe ou Shadow Chris? Baby Philippe pour son expérience. Facebook Live ou Snapchat? Facebook, c'est plus large dans mon champ pour faire ma promo et tout. Malo ou séducteur? Je dirais séducteur. Je suis loin d'être un malo, c'est sûr. Miss ou mannequin? Mannequin. Cheveux naturels ou tissage? Naturel. Go du show ou go posé? Posé. Parce que je suis déjà moi pas très chaud. Et ouais, j'aime plutôt être posé, donc je pense que ça ne collerait pas trop avec une go qui aime trop le show et tout. Jaloux ou indifférent? Jaloux quand j'aime. Garçon qui paie ou 50-50? Je dirais 50-50, ça me donne l'impression d'être en face d'une femme qui sait se valoriser. 40-40 ou Lifestar? Oh, Lifestar. Casanier ou Jet Setter? Casanier, ouais, c'est sûr. Ouais, pas trop de show quand même, non. Je pense que non, je suis pas jet setter, je pourrais pas me qualifier comme ça. Pourtant, à la maison, ouais. J'adore rester chez moi, j'adore passer du temps dans mes livres ou passer du temps à écouter ma musique, à rectifier certaines choses musicalement, sinon, ouais, non, casanier. Un enfant maltraité, un enfant manipulé est un danger pour l'humanité. Ça, c'est clair. On dit que l'avenir de ce pays repose sur l'agriculture. C'est vrai. Mais je veux dire que l'avenir repose surtout sur l'éducation de nos enfants. Parce que l'agriculture, c'est vrai, c'est champs, c'est plantations, on met cacao, café. Mais si ton enfant va y mettre feu dedans, est-ce que l'agriculture va réussir? Voilà, donc c'est pour dire que l'avenir repose sur l'éducation de nos enfants. Et surtout, je veux dire que surtout, c'est quand les 2 parents ne s'entendent pas, on manipule l'enfant. C'est-à-dire quand l'enfant va chez la maman dit dis ça, le père dit dis pas ça, dis ça, dis pas. Et l'enfant il devient dis ça, dis pas ça, dis ça, dis pas ça, dis pas. Et il est là, il est dans le néant. Ou bien fais ça, fais pas ça, fais ça, fais pas ça, fais ça, fais pas ça. L'enfant il devient un fainéant à la fin. Vous regardez aujourd'hui, allez-y dans nos quartiers à Bobo, dans les fins fonds à Bobo, là, dites à un enfant que à Cocody, il faut lui dire qu'à Cocody, il y a des gens qui mangent 3-4 fois par jour. Il va dire tu mens. Mais va à Cocody, demande, dis-lui, ah, il y a des enfants à Bobo qui ne mangent pas du tout pendant toute une journée. Il va dire, ils n'ont pas faim. Parce que lui, au fait, lui, c'est les conditions dans lesquelles il se trouve là. Voilà. Il va dire, ils n'ont pas faim. Mais tu dis à la fin, il va dire, non, mais Joe, il ne trouve pas. Ça arrive. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont tellement vécu une enfance difficile. Et quand c'est comme ça, eux-mêmes là, souvent, tu as l'impression même qu'ils se jettent devant Gbaka. Mais tellement il a un problème. Quand ils se jettent devant Gbaka, Gbaka même le DVD, c'est pas moi qui vas me donner ta télé. C'est pas aussi mauvais d'être maltraité. Mais il faut que ces leçons-là, moi c'est ça. Quand l'enfant, moi je dis, il faut ça peut constituer une force. Oui, quand même, ça vous forme. Quand vous la regardez aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire mal là? Bien bâti comme ça là. Et ça forme. Je veux dire, quand ça forme comme ça, moi je préfère souffrir aujourd'hui et réussir demain que de vivre une enfance dorée, de souffrir. Parce que quelqu'un qui a vécu dans le beurre, quand il souffre demain, quand il demande l'argent, mais en mendiant là, il va choquer. Monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi l'argent. Tu es malade, toi tu choques moi, je te donne l'argent. Il faut dire que vous êtes issu d'une famille de 7 enfants, ouais, dont 3 frères. 3 frères et 4 sœurs. Et 4 sœurs, je veux dire 4 filles. Mais vous étiez la 6e. Je suis la 6e. Et vos parents, malheureusement, se sont séparés. Et à la séparation de vos parents, tout a basculé. C'était une vie un peu compliquée parce que j'étais un peu plus jeune, petite même, petit même bébé. Quand mon père laissait ma mère. Et j'étais celle qui était dans la mer quand ils ont eu leurs problèmes. Donc même c'est 6 mois même que tout s'est déversé. Donc ma mère qui m'a pris et puis elle est partie avec moi dans son village. C'est là-bas que j'étais. Donc mes autres frères aussi, ils sont restés avec mon papa. Mais comme la mère n'est plus là pour orienter, parce qu'on était vraiment comme des datons, on était petits comme ça. Quand elle fait un enfant, l'enfant au moins un mois et puis elle prend grossesse. Donc entre nous 7 là, c'est 2 ans qu'il est entre nous. Donc, par rapport à ça, vraiment, on était vraiment trop petits. Et puis, la séparation est arrivée.
Donc le vieux, bon, tu m'as laissé, tu es parti. Si tu n'as pas pris tes enfants pour partir, qu'est-ce que j'ai à foutre avec eux? Il appelle ses parents, bon, si vous pouvez me prendre ceux-là. Si toi, tu as un problème chez toi, il n'y a pas quelqu'un pour laver ton assiette, il y a un enfant chez moi, viens chercher. Et c'est comme ça, il nous a partagé. Mais moi, j'étais toujours restée chez ma maman. Et ma maman me disait... Donc, tous vos frères étaient partis? Voilà, tout le monde était partagé. Tout le monde était partagé. Chacun était tué. Il y avait ma grande sœur même, je crois bien qu'elle était à Bundiali, chez un de notre oncle qui est policier. Lui, il était policier là-bas. Elle aussi, c'est elle qui était la ménagère de la maison quand ses soeurs vont à l'école. Mais à votre avis, qu'est-ce qui justifiait cela? C'est vrai que votre maman n'était plus à la maison, mais il pouvait quand même s'occuper de votre garde. Mais c'est pour ça que je dis, dans la vie, là, je peux un peu comparer au mariage forcé. Parce que ma maman était l'élève de mon père. Ma mère était l'élève de mon père. Et il y a eu l'histoire de grossesse. Voilà. Elle a pris une grossesse. Ses parents lui demandent, mais qui t'a enceinté? Non, c'est le maître. Et avant, quand le parent parle, là, on ne peut plus rien dire. Donc, on lui a imposé une femme. On lui dit, bon, tu as enceinté notre enfant, tu la maries. Son oncle dit, bon, moi, je viens, je paye la dot. Tu la maries. Et c'est comme ça, nous sommes nés. Donc, après, quand maman a vu qu'elle faisait les enfants, elle dit, ah bon, un suster bénévole, là, vraiment, ça ne peut pas nous arranger. Quand on rentre en brousse, on va essayer de se chercher en brousse, faire nos cacao, café. Et c'est comme ça qu'elle a donné l'idée, puis ils sont rentrés en brousse. Quand ça a pris, la première vente, il a préféré prendre la femme de son choix, celle que lui-même, il a choisie. Donc, elles sont devenues deux. Mais la vie de ma maman a commencé à être compliquée. Parce que vraiment, là, maintenant, mon papa avait la femme de son choix. Donc, ma maman était délaissée avec ses enfants. Voilà, ses enfants. Il y avait une femme moderne qui était arrivée, bien, tout. Donc, elle a vu que vraiment, ça n'allait pas. Elle a décidé de se retirer. Donc, quand c'est comme ça, quand l'amour n'est pas là, l'homme ne peut pas aimer les enfants. Vous allez partir, vous étiez bébé, comme vous l'avez dit, vous partez avec maman, et quelques années plus tard, vous revenez chez votre père. Ouais. J'avais 10 ans quand ma mère m'a relaté ça. Elle m'a dit que quand elle est partie avec moi, il était petit, donc elle ne voulait pas vraiment me laisser. Les autres étaient un peu plus trucs, on avait les 10 ans, 8 ans, 5 ans. Mais moi, j'étais bébé, donc elle ne voulait pas me laisser. Même où elle est partie avec moi, là, à chaque fois, j'ai réclamé mon père. À chaque fois, j'ai réclamé mon père. Tellement mon père lui a fait du mal, elle ne voulait pas vraiment l'affronter. Donc elle m'a pris, elle m'a mis dans un baka. Elle a dit au chauffeur, arriver dans tel village, il faut la déposer, ils vont la reconnaître. Et le chauffeur de baka qui me prend, qui me dépose. Le premier chef du village de chez moi, qui m'a vu, il dit, mais celle-là, elle ressemble à Hubert, ça doit être la fille de Hubert. En ce moment, vous avez quel âge? À ce moment, je pourrais avoir au moins 8 ans comme ça. D'accord. Il dit, mais celle-là, c'est la fille de Hubert. Sa femme dit, oui. Hey, mais c'est le baka qui est passé tout de suite l'adresse. Il dit, bon, prends-la, son papa au champ, vous allez aller la déposer là-bas. Mon papa était avec sa nouvelle femme au champ, et ils sont allés me déposer. Effectivement, mon papa m'a reconnu. Moi aussi, j'étais content de voir mon papa. Et puis bon, je suis restée avec mon papa. Et en 91, il y a eu un funérail dans mon village. Il y a la cousine à mon papa qui vient dans le village, vient au funérail, à Abidjan, avec ses enfants, tout. Donc elle vient, et puis bon, mon papa l'approche, je me dis, mais chez toi là-bas, tu n'as pas besoin d'une servante, quelqu'un pour prendre celle-là pour partir. Parce que je me suis déjà débarrassé des autres, mais il y a celle, voilà, c'est lui qui fait la proposition. Donc la tante qui dit, non, ok, il n'y a pas de souci, elle n'a qu'à venir. Puisque moi, mes enfants sont petits, ils vont à l'école. J'ai besoin de quelqu'un qui a lavé mes enfants, qui va accompagner mes enfants à l'école. Donc je quitte le village encore en 91. Puis je pars avec ma tante à Bobo. Et c'était comment l'ambiance là-bas? Je suis arrivée. Et quand j'arrive, je vais jouer à mes petits camarades. Non, toi tu es vieille. Pourtant je vois mes camarades, on a même âge là. Tu dis, il faut la laver. Puis je les lave, je les envoie à l'école. Non, toi tu es vieille. Et tu vois, quand tu quittes au village, voilà, tu veux un peu, une vieille fille comme ça, il faut laver. Donc, moi, mais je lave quelqu'un, mais quand il regarde la personne, je sais qu'on a même âge. Donc, on est promotionnel, mais je te dis, la lave. C'est fini, tu vas venir laver assiette. Bon, elle faisait un petit commerce d'Atchéké là. Je dois quitter Abobo Plaque 1 pour ceux qui connaissent Abobo Plaque 1 pour aller jusqu'à Abobo Baoulé. C'est là-bas les femmes la préparent l'Atchéké. Donc c'est là-bas que je vais chercher les paniers d'Atchéké pour envoyer. Quand je viens avec les paniers d'Atchéké, tu vois quand on ferme l'Atchéké comme ça, en haut là, la chaleur qui frappe et puis ça devient pâte. Voilà, c'est ce qu'on enlève, me donner. C'est ça que moi, voilà, on enlève ça, on met dans le truc, on met piment dessus, puis on me donne, puis je mange. Même, je vais aller chercher à quelqu'un, mais il n'est pas chez lui. Donc, avant, j'ai interprété très bien les chansons de Reine Pélagie dans le temps, quand j'étais petite. Donc, je me mets dans les chants de manioc d'Abobo, là, et je chante, j'interprète les morceaux, là. Et quand je chante, les gens qui sont dans leurs différents chants, là. Ah, maman, tu chantes bien, 10 francs, 25. Et en 92, là, les tapettes Zénith, là, coûtaient 115 francs, 120 francs, 110 francs. Donc, ça, c'était avant. Voilà, ça, c'était avant. Donc, un cotise, me donne...
Bon, si je viens ça à la maison, c'est pas bon, donc je vais au grand marché de Port. Je marche, hein, je vais au grand marché d'Abobo, puis j'achète ma chaussure 125 ou 115 francs. Et puis je porte. C'est comme ça que je m'arrondis à porter les chaussures. Vous avez quel âge? 11 ans? En ce moment, je pourrais avoir, je crois bien, 13 ans même. Je peux même avoir 13 ans. Et puis j'étais là-bas, donc c'était vraiment difficile. Je m'arrange à ce qu'on ne me frappe pas, mais il faut forcément... C'est-à-dire que c'était un plaisir pour eux de me frapper. Même c'est ton papa qui paie ça avant, là. Pourquoi tu as fait ça? L'eau que tu as gardé, c'est ta mère qui fait ça. Bon, tu t'arranges toujours à faire ça. Moi, il y avait le film qu'on appelait Santa Barbara. Donc, mes deux sœurs que je l'avais pour envoyer à l'école, quand mes tantes sont il y a Santa Barbara, parce qu'elles mangent, elles prennent tout le temps pour manger doucement, parce qu'elles veulent que leur maman, là, ma tante et tout le monde, quand aller à Santa Barbara, là, comme ça, elles vont me donner le reste de leur riz. Donc, elles vont regarder Santa Barbara, mes cousines, elles me disent, il faut manger vite, mange vite. Puis je mange vite, puis je prends un truc. Mais le jour où on ne peut pas plaquer comme ça, je suis contente. Parce que quand on peut pas plaquer, quand on fait plaquer, on enlève la marmite, là. C'est dedans, laisse-moi, on met la sauce. Donc, les croûtes, là, s'élèvent, donc ça devient beaucoup. Donc, je sais que ce jour-là, je vais être rassasiée. Mais quand c'est le riz, c'est un peu compliqué. Mais quand c'est le placali, là, la marmite, là, on met la sauce et puis on me donne tout ça, je mange. Donc, c'est vous qui faisiez, on va dire, tous les travaux, ouais, tous les travaux à la maison. Comme ça, je vivais. Mais difficile d'avoir à manger pour avoir à manger. Donc, souvent même, je passe chez les vendeurs de gaba, là, ceux qui mangent et puis ils laissent, là. Un jour même, je mangeais, puis il y a un de mes cousines là, qui m'a attrapé, puis ils ont fait lettre pour envoyer à mon papa que ta fille, là, tu donnes qu'à la prendre pour venir l'élever, mais elle mange dans la poubelle. Et puis même, elle vole même. Elle vole, elle mange dans la poubelle. Mais mon papa, il se lève pas hein, pour venir dire, bon, là où ma fille se trouve, et puis elle mange dans la poubelle, attends, je vais me déplacer, ou soit ma fille, là, même m'envoyer là, moi, je vais l'éduquer, ou bien demander si ma fille, là, même va à l'école. Parlant de vol, il y a eu une histoire qui vous a vraiment marqué. Et ça m'a marqué. Parlant de vol, bon, à la maison, bon, un vol, hein, c'est un vol. Pourtant, le vol même, c'est eux-mêmes qui m'amenaient à voler. C'est eux-mêmes qui m'envoient même à voler. Parce qu'un jour, on était à la maison, le mari de ma tante, là, ils l'ont mis en prison. Donc, on peut dire que livré à nous-mêmes à la maison, il a fait, je crois bien, 6 mois de prison. Donc, ma tante, quand on est là comme ça, les escargots qui marchent dans le truc, là, elle dit, bon, il faut partir en bas là-bas, tu vas les ramasser. Quand je vais en bas, je ramasse les escargots. Quand je vois les escargots, là, je lave. Mais ça, là encore, au moment où j'ai ramassé et lave, là. Pourquoi on me prépare pour me donner aussi? C'est un problème. Il faut aller voler le manioc, là. Il faut creuser le manioc des gens en bas, là-bas. Là, je suis partie, j'ai creusé le manioc. J'ai oublié de prendre... C'est vous seulement qu'on envoyait voler ou elle envoyait ses enfants aussi? Non, non, non. Les enfants vont à l'école. Ça se passe entre midi et 2. Les enfants, eux, ils vont à l'école. Ils sont là pour aller à l'école. Moi, ils m'aident les chercher, ils viennent les laver. Moi, je suis là pour aller faire les choses. Quand vous partez voler les manioc, on vous donnez les outils appropriés parce que... Non, j'avais la force. Réellement, j'ai de la force. Je déterre. Elle se fait confiance. Non, je déterre. Quand que vous-même, vous étiez préparé à ça auparavant, en fait. Ah, mais... Vraiment, j'étais préparée à ça. J'étais vraiment préparée à ça. Parce que la vie même m'avait déjà, depuis petite, la vie même m'avait déjà préparée. C'est pas de ma faute, j'étais préparée à ça. Donc, je déterrais. Parce qu'il faut faire vite aussi pour t'attraper. Donc, tout ça, là, tu dois te préparer. Alors, donc, je déterre. Et j'ai oublié de prendre la tomate. Donc, je suis venue à la maison. Et c'est-à-dire que vous allez dans le champ de quelqu'un? Voilà, c'est le champ de quelqu'un, c'est pas notre champ. Le manioc? Je déterre le manioc, je casse les trucs rapidement, je prends... Et vous volez aussi? Il y avait des robes, donc je mets comme ça. Puis je couille, je viens là. Mais tu as pris manioc, tu n'as pas pris tomate. Donc gros trou, à Bobo, gros trou. Donc je vais. J'avais déjà reçu à prendre la tomate, tenté de cueillir le piment, et puis la dame est tombée sur moi. Donc, à Bobo, il n'y avait pas courant avant, en 92. Donc, c'est un quartier, tout le monde se connaît. Donc, les petites filles de ma génération, là, voleuse, voleuse. Et puis, on prend les tomates que j'ai volées, là, les boules de tomates que j'ai cueillies, là, on casse ma tête. Donc, voleuse, voleuse, ça va attirer l'attention des parents du quartier, venir voir c'est l'enfant de qui. Et mes parents font partie de ceux qui viennent voir c'est l'enfant de qui. Tu as vu? Toi, tu allais voler... madame, pardon. Les enfants, là, quand tu allais voler manioc de... Toi, tu ne m'aimes pas quoi, même temps voler manioc des gens. Aïe, moi, merci, là, quand il aille. Faut pas, madame, pardon. Et puis j'ai l'eau de tomates là, et puis bon, on va à la maison. Concernant le vol même, il y a eu un jour, je suis partie, à Bobo m'a dit d'aller chercher à Tchéké. Quand je suis arrivée, il pleuvait tellement que j'ai lutté pour pouvoir envoyer la Tchéké. Je dis, cette fois-ci, je sais qu'il ne va pas me frapper. Et c'est que ma tante va dire vraiment, j'ai lutté pour envoyer son panier d'Atchéké. Parce qu'il pleuvait tellement à Bobo, gros trou à l'eau là. Vraiment, c'était pas possible. J'étais tellement contente. J'arrive, il n'y avait personne à la maison, c'est mon tonton seulement qui était là. Donc, chez nous, à la maison, on élève singe. Donc, il mangeait banane poyo. Puis, il a dit, bon, tonton, puis il a ramassé mes assiettes. Il n'y a pas besoin qu'on me dise, je sais que c'est mon travail. Donc, j'ai ramassé, puis je suis allée laver. En même temps, mes tantes sont venues. Elle a dit, il faut prendre banane poyo du singe, tu vas aller lui donner à manger. Donc, on garde la banane. Je suis allée regarder, il n'y avait pas de banane.
Mais, Madame Sylva, ça là, souvent quand je suis là, je continue de penser à ça. Malgré que mon oncle là, il est mort, mais je continue de toujours penser à ça parce que ça m'a touché. Parce qu'il était sûr ce jour-là qu'on n'allait pas me frapper. Parce qu'il a vraiment lutté pour envoyer ce qu'il fallait, donc on n'allait pas me frapper. Et quand je suis arrivé... On vous battait régulièrement? Oui, on me battait. Donc, il dit, maman, il n'y a pas de banane ici, banane de Saint-Jean, il n'y en a pas. Elle dit, comment banane, il n'y en a pas? Il y a pas de banane pour mettre là-bas. Il dit, il faut demander au vieux, parce que tout à l'heure, il mangeait banane pour eux. Donc, il demande, tu as mangé banane pour eux? Il dit, moi, tu n'as pas mangé banane pour eux. Il dit, t'entends bien quand tu venais à ça, tu as payé banane pour eux? Il dit, non, moi, toi, tu m'as vu manger, pourtant, je sais que je l'ai vu. Toi, tu as mangé banane pour eux, mais il dit, il n'a pas mangé. Donc, la tante dit, c'est moi qui ai mangé banane pour eux. Il dit, non, tonton, faut dire, ils vont me frapper, faut dire que tu es tenté de manger banane pour eux. Je suis dit, non, pourquoi tu m'as... On vous a quand même battu. Et on m'a battu pour ça, me mettre les piments partout et trucs. Et je suis assis derrière le tonton. Au fait, il avait dit qu'en venant de la ville, il a acheté de la banane pour manger pour lui. J'allais peut-être dire, peut-être c'est perdu, puis on a mis 6 mois. Mais je suis consciente. Je sais que tu étais là, j'étais là, et puis tu mangeais la banane. Vous n'avez plus mal parce que vous avez rencontré des spécialistes. Vous n'avez plus mal parce que vous avez décidé de vous faire vous-même un moral. Comment c'est arrivé? Au fait, c'est le pardon que j'ai fait de façon totale. C'est pour ça que j'ai plus de tout. C'est la vie même que j'ai pardonné. En tout cas, ayez bon courage, persévérez, passez à l'action, réalisez vos rêves. Nous, on a été très heureux de vous présenter ce numéro. Et l'émission, vous pouvez la revoir en replay sur les www.rti.ci ou sur l'application mobile RTI. Au revoir.